Moi, je trouve qu'il y a, je trouve qu'il y a de l'exagération dans les deux sens. Oui. C'est-à-dire dans le sens de la surdimension Oui. de ces gens, et dans le sens également de ramener la chose à une sorte de régionalisme dans l'imaginaire collectif, c'est-à-dire dire que, etc. Tu sais, à mon avis, il y a une exagération. Sans doute, sans doute. Oui. J'étais effaré. Bon, Ils ont leur dimension, certes. J'étais effaré. Il n'y a pas très longtemps de ça, d'entendre certains de mes amis qui sont des militants du FLN de longue date. J'ai beaucoup d'amis qui sont dans le FLN. Je ne parle pas des gens qui sont dans le sommet, qui étaient à un moment donné dans... Ce sont des militants de base dans des Qsma à Alger, à Albert, etc. Il y a quelque chose, une sorte de méfiance viscérale par rapport à un certain nombre de personnalités de la Kabylie. En disant, tous les drames... Mais la même chose, mais c'est la même chose par rapport à ces gens-là. Oui. J'aime pas utiliser ces termes. Mais bon, c'est juste... Donnée, il faut bon, d'accord, c'est des titres de travail, disons. Les gens se méfient d'un certain nombre de figures emblématiques de cette région d'Algérie, je précise. Et c'est la même chose aussi de l'autre côté. Il y a une méfiance. Et cette méfiance, à mon avis, elle est de nature de pouvoir. Elle est partout. Elle est partout. Mais attends, il faut lier ça aussi à la culture politique de notre pays. Quelle est la représentation de la Kabylie dans la perception de la vie politique algérienne depuis le mouvement national? C'est le foyer de l'occidentalisation, c'est le foyer de la démocratie, c'est le foyer de la sédition. Non, mais avant cela, c'était le foyer du missalisme. Le missalisme, c'est pas une démocratie. Non, c'est ça. Donc la Kabylie était plutôt missaliste. Donc je ne vois pas comment que cette idée de l'occidentalisation et de la démocratisation, il est... Mais l'immigration, elle n'était pas forte. L'immigration, elle n'était pas seulement... Les mariages mixtes. D'accord. Les mariages mixtes. L'occidentalisation dans les... À mon avis, c'est l'ardor. C'est l'ardor. En analysant ces phénomènes de cette façon, alors nous donnons une partie de l'Algérie qui s'appelle la Kabylie, soit on lui donne une surdimension, soit on l'a... Pour d'autres aussi, hein, malheureusement, hein, il faut le dire. Il y en a d'autres qui réduisent un petit peu la région à des considérations, à des étiquettes malheureuses. Donc, ni étiquette malheureuse, ni surdimension de la Kabylie. La Kabylie fait partie de l'ensemble de l'Algérie qui a fait un travail, comme d'autres, énorme. C'est un principe général sur lequel on ne revient pas. Voilà. Moi, je voudrais que l'on aborde l'analyse politique de notre société de manière la plus sereine et la plus objective possible. D'accord. Comme je disais tout à l'heure, ce que je disais de la représentation et la considération d'un certain nombre de responsables de la Kabylie au regard de l'opinion en général algérienne. Ce que tu as dit tout à l'heure est vrai aussi, c'est-à-dire par contre-coup, parce que ces personnes et ces personnalités ont été mises à l'index, soit elles ont été assassinées, soit elles ont été mises en minorité, soit elles sont passées à l'opposition, etc., a développé un sentiment. Il y a du racisme anti-arabe en Kabylie. Moi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu. Et pas très longtemps. Même si je suis très bien reçu dans beaucoup d'endroits où je donne des conférences, etc. Mais le type te dit arabe. Je t'ai raconté mes accrochages virulents avec un homme que j'ai toujours respecté, que j'ai défendu jusqu'au bout. Ils en sont arrivés à une situation de rejet. Fondateur de l'Académie berbère. Fondateur de l'Académie berbère. Il y a ces subjectivités qu'on ne peut pas ne pas prendre en considération. Elles deviennent dangereuses à partir du moment où elles servent de soubassement à la constitution d'un système. Dans le système, ce que j'observe, et essentiellement depuis la fin de la période de Boumediene. Dans la période de Boumediene, c'était d'autres logiques. C'était la logique de la représentation proportionnelle en fonction des régions. À la fin de la période de Boumediene, jusqu'à Zarouane, jamais quelqu'un n'a accédé aux plus hautes charges de l'État, soit la présidence, soit la chefferie du gouvernement, et qui serait originaire de la Kabylie.
Merbah, c'est... Expliquez pourquoi Merbah. Non, mais Merbah, moi je suis convaincu que si Merbah n'a pas été assassiné, il se serait présenté le plus normalement du monde aux élections présidentielles et il avait cette dimension dans sa tête et dans la tête de ceux qui l'encourageaient. Il avait de la valeur aussi. Il pensait être une alternative politique en tant que chef d'État. Il avait ses relais au sein du fils, il avait ses relais au sein du pouvoir, et il pouvait constituer un consensus. Maintenant, pour avancer dans le débat, sinon on risque de nous enliser. Maintenant, à ton avis, toi qui considères qu'il y avait une stratégie derrière qui remonte à 89, pour pouvoir trouver une substitution, une solution à la crise et surtout une alternative au régime Chadli. À ton avis, à quel moment toi, ou n'importe quel Algérien, y compris le régime, et je te rappelle qu'ici les propos de Mza et de Ali Haroun, à quel moment toi, tu as songé qu'ils pouvaient, je veux dire des décideurs, faire appel à un certain Boudiaf, d'autant plus qu'eux-mêmes témoignent aujourd'hui, hier, en 92, que c'était par hasard comme ça, et pourquoi pas Taïb El-Ouattani, pour te dire que quelque part, ce pouvoir à qui tu accordes entre guillemets une certaine intelligence, personnellement, à des moments de rupture, à des moments de crise, ce pouvoir s'est dévoilé, il n'a ni intelligence, ni compétence, ni savoir-faire, ni sens de l'État, ni sens de la gestion des conflits, ni sens de la résolution des conflits. Il a l'art et le sens de l'improvisation. Ils ont pensé à Taïb El-Ouattani. Toi, en tant qu'ancien militant du PRS, comment tu as reçu l'appel à Taïb El-Ouattani? Je l'ai appris d'abord par la presse. Je l'ai appris par la presse. Comment je l'ai appris? C'est un article du jour d'Algérie, la fin décembre 1991, où l'on dit que Mohamed Boudiaf aurait déclaré que les islamistes ayant remporté les élections sont tout à fait en droit de gouverner. Je te rappelle que je n'ai jamais lu ni entendu cette déclaration. Et elle m'étonne. C'est-à-dire que je n'arrive pas à la comprendre. Tu m'as dit qu'elle a été diffusée par un journal, le Jour d'Algérie. Sur un seul journal. Faisons état d'un voyage de Boudiaf, le premier voyage de Boudiaf, pas l'officiel, par lequel il est rentré comme les autres par l'aéroport. Ce premier voyage l'a amené à Annaba. C'était en 91. 91, décembre 91. C'est-à-dire toi tu témoignes d'une première visite de Boudiaf en Algérie avant les contacts pris avec Ali Haroun, en tant qu'émissaire des décideurs. Avant, je ne sais pas. Mais je prends acte de sa présence qui a été signalée. Officiellement, Boudiaf est arrivé en Algérie. Officiellement, il est rentré officiellement le 14 janvier. Oui. Non, ça c'était le premier contact. Il est rentré en Algérie. Oui. Mais officiellement, il est arrivé en Algérie le 16 janvier 92. Oui. Officiellement. Mais officieusement, oui, pour pouvoir discuter avec XY, il avait rencontré Ben Hamouda, il avait rencontré des décideurs, quelques personnalités nationales, etc. etc. C'était dans la nuit du 13 au 14. Mais l'officiel, il est reparti au Maroc et il est revenu le 16. Oui. Donc, toi, est-ce que tu penses qu'il est bien venu un mois avant? Pas un mois, un peu moins d'un mois. Alors, continue. Comment tu as perçu déjà à l'époque cet événement? Quand il a été question, qu'il a été annoncé que Taïb El-Ouattani est rentré, je n'ai pas été étonné. Pourquoi je n'ai pas été étonné? Parce que j'avais déjà en tête le voyage de Mohamed Abbas en 89, par lequel la première information essentielle, c'était de dire, je l'avais analysé, il faut que je retrouve le texte, je l'ai dans mes archives, que l'option socialiste du PRS en 1962, c'était pratiquement un effet de mode, qui n'avait rien à voir avec le socialisme. C'est-à-dire sans conviction. C'est un socialisme de mode. C'est-à-dire que je ne suis pas un homme doctrinaire, je ne suis pas un socialiste. C'est net. Deux, c'était
la disponibilité, il redit exactement. Tendre la main encore une fois au régime Chadli. Tendre encore une fois la main au régime Chadli. Chose naturelle à l'époque. Il avait répondu, Chadli. Il a répondu après la fameuse lettre de 1969, par la fameuse sortie, la 79, par la sortie, mais il faut loin de Hajar. Bien sûr. Sachant qu'à l'époque, Ben Bella était de retour, Aït Ahmed était de retour. Pas encore. En 89. Non, je te parle de 79. D'accord. Il a répondu à chaud. Donc, cette solution ne m'avait pas étonné. Ce qui restait pour moi énigmatique, c'était comment un homme comme Boudiaf, qui était complètement oublié de la scène politique algérienne, depuis pratiquement 62, il avait disparu, le PRS n'était pas très connu à part quelques petits groupes à Constantine, Alger, Annaba, très peu à Oran, dans les milieux universitaires, et 2 ou 3, 4 syndicalistes, après l'échec des manifestations de 67 à Annaba. Personne ne le connaissait. Et il s'aventure à venir. C'est-à-dire, il vient comme otage. Il accepte de venir comme otage. C'est-à-dire, oui, il avait la possibilité de dire non, il a dit non au départ. Pourquoi il n'a pas persisté dans son attitude? Parce qu'il pensait être... Parce qu'il avait consulté. Il avait consulté, et il le redit, il avait consulté un certain nombre de gens, dont un certain Rachid Krim à Paris. Chose naturelle. Ah, pour toi? Non, chose naturelle, ça c'est des amis, des militants. Ils ont travaillé ensemble, etc. Bon, je ne vois pas pourquoi ils ne le consulteraient pas. Militants, il n'y a plus de parti. Non, mais c'est des connaissances. D'accord. C'est des amis, non? En quoi Rachid Krim est plus... Mais moi je te demande... En quoi Rachid Krim... Écoute, mais moi je te demande de temps en temps conseil sur des choses, non? D'accord. D'accord, mais pourquoi Boudiaf ne demanderait-il pas des conseils à Rachid Krim? Dois-je accepter, oui ou non? C'est un peu... Bon, c'était... Rachid Krim est à Paris. D'accord, il est à Paris. Rachid Krim est à Paris. Et ça veut dire qu'il n'est plus rentré en Algérie depuis belle lurette. Qu'est-ce qu'il a à voir et à envoyer au fourneau un vieux monsieur retraité qui ne demandait qu'à finir sa vie tranquillement au Maroc en exploitant une briqueterie? Mais est-ce que, à ton avis, c'était la seule raison pour laquelle il était rentré? Tu penses que seule la vie de Rachid Krim... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça, je ne le sais pas. Mais ça, ne penses-tu pas que quelque part cette génération de novembre, ouais. Bien sûr, je parle de Boudiaf ici, ouais. Ne penses-tu que cette génération de novembre, elle a développé au fur et à mesure de son militantisme, de son action, même si il a passé la majeure partie de la guerre de libération en prison, est-ce que tu ne penses pas qu'ils avaient développé ce moi salvateur, sauveur, providentiel, etc. On vous a sauvé en 1954, maintenant il y a pourquoi pas je suis l'homme sauveur. Est-ce qu'il n'y a pas cette idée dans sa tête? Parce qu'on l'a gonflé. Lui, je ne sais pas, personnellement. Quelqu'un comme Ali Haroun, lorsqu'il lui a présenté, on était en train d'imaginer la scène. Ouais. Je pense que le jour où on a pris contact avec lui par le biais de Ali Haroun a fait de lui l'homme, l'unique, la seule solution pour le pays. Il n'était pas allé pour lui dire, écoute, soit tu rentres, soit on te zigouille. Oui, il lui a dit, vous êtes الطيب الوطني انت نظيف انت تاع ثوره انت رجل شريف انت الشعب يحبك انت عندك تاريخ كبير انت رجل كذا كذا انت اللي تقدر دير الوحده الوطنيه نفخو. Donc c'est Boudiaf, à mon avis, c'est Boudiaf ne pouvait... Bon, au départ il a refusé selon le témoignage de Nasr. C'est très possible. Je sais rien. C'est très possible. Sauf qu'il y a un hic. Ce type-là, pratiquement depuis 82 exactement, n'a plus fait la moindre déclaration par rapport à l'Algérie, y compris à l'occasion de cataclysmes. Sauf apparemment une déclaration par rapport à la question du Sahara occidental. Elle est antérieure. Elle est antérieure, sauf. J'ai dit sauf. Mais paradoxalement, et ce qui est le plus grave, c'est qu'en 88, après le cataclysme qui s'est fait, c'est pas manifesté. Rien. Pas la moindre déclaration.
Rien. Comme Bouteflika, lui par exemple, qui vient par la suite à titre de chef d'État. Rien à Bouteflika. Non, la même chose. C'est-à-dire, ce sont des gens, où, à des moments cruciaux de l'histoire du pays, n'avaient pas pris position, n'affichaient pas leur position. Ça, c'est un phénomène général. D'ailleurs, j'étais interpellé la dernière fois avec la mort de Bentauban. J'étais interpellé dans une discussion avec des amis, un universitaire respectable que j'admire sur un certain nombre de choses, devant même des officiers de l'armée, etc. Et il m'avait interpellé, on discutait, il m'avait posé une question, à ton avis, pourquoi un chef historique comme Bentauban n'avait-il pas pris de position en 62? Et il n'a pas affiché de position politique depuis 62, y compris par rapport à la guerre civile, par rapport à la violence qu'a connue l'Algérie, etc. Donc, ce sont des questions légitimes. Peut-être que les gens, subjectivement, ils ont leur raison, mais politiquement, quand même... Il a fait une déclaration, Bentauban. Oui, mais c'est pour une... Il a fait une déclaration en 95, en janvier 95. Il a fait une déclaration incendiaire contre un certain Hamid Naïm. D'accord, c'est la même famille. Lui reprochant d'avoir été à Saint-Égidio. Ok, c'est juste pour te dire pour toi, parce que tu reprochais à Boudiaf de prendre position à partir de 1982. Oui. Bon, c'est une génération un peu énigmatique, c'est-à-dire il faut l'analyser dans un contexte historique et dans un contexte psychologique de méfiance, de manipulation, de calcul politique, etc. Oui. Je voudrais juste corriger quelque chose. Oui. Je ne lui reproche rien. Ah. Je prends acte. Tu prends acte. Je prends acte. Et l'acte lui-même est un reproche. Non,